D'après les premiers résultats pour les élections de mi-mandat aux États-Unis, les républicains sont proches de la majorité à la Chambre des représentants. À la COP27, Ursula von der Leyen appelle l'ensemble des pays les plus industrialisés à intensifier leur soutien financier aux pays du Sud. C'est le moment des comptes. Alors que les bureaux de vote ferment, les premiers résultats pour les élections de mi-mandat aux États-Unis commencent à tomber. Selon les projections des médias américains, les républicains ont déjà remporté 185 sièges à la Chambre des représentants contre 159 pour les démocrates. Pour avoir la majorité à la Chambre basse, il faut au moins 218 élus. La bataille pour le Sénat est beaucoup plus serrée et pourrait prendre plusieurs jours avant de se préciser. Tout dépendra de quelques États clés comme la Géorgie, l'Arizona et la Pennsylvanie. Une première déception de taille pour le président Joe Biden vient de l'Ohio pour l'un des sièges les plus disputés du Congrès américain. Le républicain J.D. Vance, adoubé par l'ex-président Donald Trump, a été élu sénateur. Donald Trump avait fait campagne pour les candidats républicains à travers le pays et a transformé ces élections en un sondage sur sa popularité. Il devrait annoncer la semaine prochaine sa candidature pour la présidentielle de 2024. Handicapé par une hausse des prix records, le président Joe Biden pourrait perdre le contrôle du Congrès et voir son action paralysée pour les 2 prochaines années. Les scrutins de mi-mandat sont traditionnellement défavorables aux partis au pouvoir. La présidente de la Commission européenne a pressé les pays de l'hémisphère nord à suivre l'exemple européen en accélérant leur aide financière envers les pays du Sud. Ursula von der Leyen a déclaré que l'équipe européenne fournissait sa juste part malgré le Covid ou encore la guerre en Ukraine. Son discours fait référence à l'enveloppe de 100 milliards de dollars que les pays aisés se sont engagés à mobiliser pour aider les régions les plus vulnérables au dérèglement climatique. Les pays de l'hémisphère sud ont les ressources en abondance. Faisons équipe. C'est pourquoi l'Union européenne signe de nouveaux partenariats pour l'hydrogène avec l'Égypte, la Namibie et le Kazakhstan. C'est pourquoi nous aidons des partenaires tels que le Vietnam et l'Afrique du Sud à décarboner leur économie. Nous devons atteindre l'objectif de Paris. Et l'Europe maintient le cap. Nous réduirons nos émissions de gaz à effet de serre d'au moins 55% d'ici à 2030. Experts du climat et militants craignent que les négociations n'abordent pas efficacement l'une des questions les plus urgentes, à savoir les pertes et dommages. Il s'agit des dégâts les plus dévastateurs provoqués par des phénomènes météorologiques extrêmes, comme de très graves inondations ou des vagues de chaleur. Depuis plus de 30 ans et avant même que la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques de 2015 ne soit adoptée, les pays en voie de développement et les communautés en première ligne réclament des financements pour faire face aux pertes et dommages qu'elles subissent. Pendant cette COP27, les acteurs peuvent choisir de prendre des mesures pour soutenir ces communautés, les aider à affronter ces préjudices, ou ils peuvent botter en touche et retarder encore plus l'action. Des menaces qui pèsent aussi sur l'Europe alors que le continent vient d'enregistrer son mois d'octobre le plus chaud selon Copernicus. Ce programme de l'UE a révélé qu'une vague de chaleur a entraîné des températures moyennes près de 2 degrés au-dessus de la période comprise entre 1991 et 2020. Face aux pénuries d'électricité, la Croix-Rouge et les autorités locales ukrainiennes tentent de mettre sur pied une réponse très provisoire. Des générateurs électriques sont distribués dans les villes touchées par les attaques russes. Euronews s'est entretenu avec la vice-ministre ukrainienne des infrastructures. Elle se dit confiante en la résilience des habitants. Nous travaillons à préparer les installations et à les rendre plus résistantes à tous les types d'attaques. Bien sûr, il est possible d'organiser ce qu'on appelle une défense passive. Mais encore une fois, ce n'est jamais suffisant. Nous comprenons donc que si la Russie dispose de nouvelles capacités, comme par exemple les drones fournis par l'Iran, cela nous posera davantage de problèmes. Et la seule solution que nous avons maintenant, c'est de décentraliser tous les processus, de mettre tous les moyens possibles pour soutenir les villes, soutenir l'infrastructure critique. Et franchement, la majorité des Ukrainiens cherchent des solutions pour être plus indépendants et plus économes en énergie dans leur propre foyer. Les autorités de la région de Kiev ont évoqué une situation tendue concernant l'approvisionnement en énergie. Les habitants sont appelés à utiliser l'électricité avec parcimonie.
Une attaque russe avait laissé le 31 octobre dernier près de 80% des habitants de la capitale sans eau et 350 000 foyers sans électricité. Des propos homophobes qui alimentent la polémique à 12 jours du coup d'envoi du mondial de foot au Qatar. Ils ont été tenus par un haut responsable chargé de la promotion de l'événement. Khalid Salman est un ancien joueur de l'Émirat. Il a été interviewé par la chaîne publique allemande ZDF. Il affirme que l'homosexualité est haram, autrement dit interdite selon la charia, et qu'il s'agit d'un dommage mental. Pendant la Coupe du Monde, beaucoup de choses vont arriver ici dans le pays. Parlons des gays. Le plus important, c'est que tout le monde acceptera qu'ils viennent ici. Mais ils devront accepter nos règles. L'homosexualité, c'est haram. Haram, car c'est un dommage mental. En Allemagne, la ministre de l'Intérieur a dénoncé des propos horribles tout en soulignant que le Premier ministre qatari lui avait donné des garanties de sécurité pour tous les spectateurs, dont les visiteurs LGBT+. Voilà pourquoi les garanties de sécurité étaient tellement importantes pour moi, a dit la ministre qui avait fait le déplacement au Qatar la semaine dernière. Le Premier ministre me l'avait donné, je n'ai pas de nouvelles indications de sa part selon lesquelles quelque chose aurait changé. Bien sûr, dit-elle, ces commentaires sont horribles et c'est aussi la raison pour laquelle nous travaillons à améliorer les choses au Qatar pour l'avenir. Dans l'Émirat, les relations sexuelles entre personnes du même sexe sont criminalisées. Les capitaines de plusieurs équipes européennes, dont celles d'Angleterre, de France et d'Allemagne, ont prévu de porter des brassards aux couleurs arc-en-ciel avec le message One Love dans le cadre d'une campagne anti-discrimination. 24 statues étrusques en bronze vieilles de plus de 2000 ans ont été retrouvées en Toscane. La découverte est la plus importante de ces 50 dernières années, car elle donne à comprendre l'histoire de ce peuple qui a dominé une partie de l'Italie avant les Romains. Alors même que ces derniers affirmaient leur mainmise sur la péninsule, les Étrusques ont conservé leur langue et leurs rites pendant des décennies. Les statues portent des inscriptions à la divinité de la fontaine, et il y a des inscriptions en latin et en étrusque. Nous parlons de chefs-d'œuvre de l'Antiquité, qui ajoutent et ouvrent un nouveau chapitre dans l'histoire et l'étude des statues de bronze et des rites sacrés dans la période entre les Étrusques et les Romains. Outre les statues datant d'une période comprise entre le IIe siècle avant Jésus-Christ et le 1er siècle après Jésus-Christ, des pièces de monnaie et divers autres objets votifs ont été trouvés. Des inscriptions en étrusque et en latin sont visibles dessus. Le tout sera bientôt exposé dans un nouveau musée qui n'a pas encore vu le jour. Décimée par la pandémie, l'industrie du voyage se réunit à Londres pour 3 jours de rencontres. Quel avenir pour le tourisme de masse après de longs mois de restrictions sanitaires et de déplacements internationaux rendus impossibles? Au World Travel Market Trade Show, les acteurs du voyage restent cependant optimistes. Nous nous demandons comment ferions-nous les choses différemment et comment devrions-nous faire les choses à l'avenir. Je pense que les gens mettent en avant des sujets comme la durabilité et c'est très important. Mais malgré la prise de conscience environnementale par une grande partie de la population, l'activité du secteur repart à la hausse. Entre janvier et juillet de cette année, le tourisme mondial a retrouvé près de 60% de son niveau pré-pandémique. On estime que plus de 470 millions de personnes ont voyagé à l'étranger pendant cette période, l'Europe et le Moyen-Orient affichant la reprise la plus rapide. Le tourisme représente 8% des émissions de gaz à effet de serre dans le monde. Un secteur polluant qui, à travers ce salon, affiche sa volonté de faire mieux. Nous allons relever tous les défis. Nous voyons que nous devons changer la perception du tourisme, la façon dont nous offrons le service. En pleine COP27 égyptienne, la durabilité est sur toutes les lèvres, mais est-ce vraiment possible de marier vacances au bout du monde, bien souvent en avion, et objectifs climatiques? Nous travaillons sur le tourisme vert parce que c'est important. C'est quelque chose qui répond aux besoins des consommateurs, parce qu'après Covid, tout le monde veut de l'écotourisme, et c'est l'une de nos priorités à l'avenir. Cela fera partie de la future feuille de route sur laquelle nous travaillons actuellement. Autre point d'interrogation, le prix des billets d'avion.
En France, par exemple, il est en hausse de plus de 20% sur un an. La faute, selon les compagnies, aux adaptations nécessaires post-Covid et au contexte international très compliqué depuis la guerre en Ukraine.